Est-ce que je bois un thé d'Halloween dans une tasse de Noël? Parfaitement. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis sur Instagram il n'y a pas très longtemps, je vous fais une vidéo spécialement recommandation pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas pris des livres qui allaient spécifiquement dans les catégories, je vais d'ailleurs pas les scinder dans les différentes catégories et sous-catégories de Gimose. C'est vraiment des livres qui pour moi collent bien à l'ambiance de l'automne et habituellement je vous faisais une petite pile à lire de l'automne quand le challenge de Gimose n'existait pas encore. Mais quand j'ai commencé à parler du Pumpkin Autumn Challenge sur Instagram, comme quoi j'allais participer, j'allais faire ma petite palle, etc. Beaucoup sont venus ensuite me demander en message privé si j'avais des recommandations spécifiques, des livres que j'avais pu lire qui iraient bien pour le challenge, etc. Donc je me suis dit, ce serait quand même un peu con de répondre à chacun un par un, alors que je pourrais faire une vidéo où je vous parle un petit peu des livres, beaucoup de livres qui pour moi collent parfaitement à cette saison et que vous pouvez lire typiquement pour le challenge, ou pas, ou juste parce que vous en avez envie, enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Je pensais vous mettre aussi des livres pour tout petits à l'intérieur, vu que Alice a elle aussi des livres un peu spécialement pour l'automne dans sa bibliothèque, mais vu la quantité que j'en ai là, rien que pour les ados adultes, voilà, on va laisser les enfants de côté et on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Comme il y a énormément de livres que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, je vais pas pouvoir m'attarder sur chacun d'eux avec un résumé, un avis, etc. En 2-3 mots, je vais vous dire pourquoi moi je les mets dans cette sélection, pourquoi je les ai peut-être aimés, appréciés, et ensuite je vous laisserai bien sûr, comme toujours, en barre d'infos, un lien qui vous mènera vers un résumé. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai regarder par vous-même. Vous êtes grand, je vous fais confiance. La première chose que je pourrais vous conseiller pour le challenge, c'est la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. J'ai lu ces livres même avant que j'ai le blog ou la chaîne, il me semble, donc ils sont de là depuis un sacré bout de temps. Je pense même qu'ils ont peut-être même plus les mêmes couvertures aujourd'hui en fait, maintenant que j'y pense. Pour moi, ça fait partie de cette légende arthurienne où on y mêle tout le petit peuple, les fées, enfin voilà, tout cet esprit très druidique, on va dire, on le retrouve là-dedans. Et j'avais adoré cette trilogie. Et notamment, j'aimerais énormément prendre le temps de la relire. Alors c'est super d'avoir fait une pile pour ce que tu vas présenter, mais je mets où ce que j'ai déjà présenté? J'ai pas la place. Je me suis dit que j'allais éviter de vous présenter Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, non parce qu'au bout de 150 fois c'est bon. Par contre, j'avais envie de vous parler de La Colline du Dernier Adieu qui a été écrit après mais qui en réalité se passe avant, dans la chronologie de l'histoire. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années sans savoir qu'il faisait partie en fait on va dire de la série Les Dames du Lac, plus ou moins, de loin. Encore une fois on retrouve cet esprit celtique, druidique, les fées, etc. Merlin notamment, parce que ça se passe bien avant Arthur, mais on y retrouve quand même Merlin. Et en même temps, il y a une petite romance qui, je trouve, était pas franchement embêtante là au milieu. Elle était même plutôt carrément sympa et moi j'avais passé un super moment avec ce roman. Je vous dis que je vous présente pas de jeunesse, mais en fait si, il y a quand même un petit peu de jeunesse et il y a des romans ados qui vont arriver juste après. J'étais obligée de vous mettre le premier tome de Une saison chez les sorcières, Automne, qui se passe donc en automne. C'est une petite histoire toute chou, toute mignonne aux éditions du Lumignon, fait par Anaïs Goldenberg. Moi je trouve que ces histoires sont adorables, alors c'est pas une petite histoire, c'est quand même des belles pages de texte avec certes tout d'un coup une grande page d'illustration, mais tout d'un coup on tombe sur une double page de texte, donc c'est fait quand même pour les bons lecteurs je dirais. Là ça se passe typiquement au moment du solstice d'automne je crois, ou alors peut-être même encore à Halloween, et il y a un danger qui rôde dans la forêt. Les sorcières, les animaux et le petit peuple de la forêt vont mener une enquête. On reste dans un univers magique, féerique, enfantin, avec les chroniques de Spiderwick. Voilà, la merveilleuse intégrale de chez Pocket. Je me devais de vous le mettre parce que ça fait clairement partie de ces sagas de mon enfance que j'ai adoré découvrir. Je trouve que l'intégrale est très belle, mais je me souviens que durant mon enfance, j'avais lu les petites versions chez Pocket, en version reliée, magnifique. Voilà, ça reste un petit peu nostalgique, quoi. Il est beau, il est magnifique, et en plus, l'histoire est assez sympa. Je vous avais jamais trop parlé du Peuple des minuscules de Steve Hogarth, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. J'avais eu le tome 2, et puis j'avais pas réussi à me remettre dans l'ambiance de cette histoire d'un petit peuple, etc. et d'une jeune fille qui les aide, il me semble, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais passé un super bon moment de lecture. On ne peut pas passer un automne sans une belle réécriture de contes, et quoi de mieux que Belle de Robert McKinley. J'hésite en fait à le relire parce que j'avais tellement aimé cette version la première fois que je l'ai lu,
Est-ce que ça me refera le même coup de foudre maintenant, aujourd'hui, des années plus tard? Je ne sais pas. J'ai la version de chez Mnemos parce que c'était celle qui était sortie en grand format, elle existe maintenant en format de poche, avec une couverture sympa d'ailleurs, donc si jamais vous avez besoin d'un petit livret écriture de conte et que en plus vous aimez un peu La Belle et la Bête, voilà. Si vous aimez la fantasy pure et dure, je trouve que c'est une série qu'on ne présente pas assez. Les Artefacts du pouvoir de Maggie Furet aux éditions J'ai lu. C'est une série que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter 2-3 fois sur la chaîne. À chaque fois c'est des gros pavés, 4 tomes, mais après l'histoire est terminée, donc on n'enchaîne pas sur 13 volumes par exemple. Par exemple, hein. Je dis 13 au bol. Pour moi, les Artefacts du pouvoir, ça fait partie de ces séries fantasy qui m'ont accompagnée véritablement durant un moment, on va dire, dans ma vie de lectrice, assez important, et j'en garde un super souvenir. Je me souviens que j'avais dévoré ce premier tome, que je l'avais trouvé, vous savez, hyper haletant. Il se passe tout le temps un truc, et quand t'arrives à la fin de ton premier tome, tu te dis « Waouh, il s'est passé tout ça dans le premier ?» Enfin, rien que là, dans le premier, t'as l'impression que l'héroïne a vécu 10 vies, quoi, en fait. C'est une histoire de mages, mais les mages sont hyper rares parce que la magie ne frappe pas n'importe qui, il faut être issu d'une famille de mages, et puis on va rencontrer une jeune fille qui va apprendre à être une bonne mage, mais en fait on va lui faire des coups dans le dos, elle va se retrouver à devoir partir, on va la chasser, bref, c'est vraiment une histoire et une aventure complètement dingue que j'avais adoré suivre. On sort un moment de l'aspect fantasy, fantastique, avec plutôt des romans d'ambiance, avec, je pense bien sûr, Le Maître des Illusions de Donna Tartt, que j'ai lu l'année passée, ou début de cette année, je sais plus trop, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça pour moi c'est un univers typiquement automnal. Il y a cet esprit un petit peu vieilles universités du nord des États-Unis, il y fait très froid, le récit se passe à un moment de l'année où il fait particulièrement froid, les personnages sont mystérieux, l'intrigue l'est tout autant, et puis j'ai vraiment eu ce ressenti de brume tout au long de ma lecture, où on sait pas trop où on va, tu tâtonnes, tu sais pas si les personnages sont comme ci ou comme ça, et je trouve que ça va particulièrement bien avec la saison. Autre roman à ambiance automnale pour moi, c'est Jane Eyre, sans surprise, de Charlotte Brontë. Celui-ci, clairement, j'aimerais prendre le temps de le relire parce que... Enfin, c'est Jane Eyre, quoi. Enfin, ça fait partie de mes coups de foudre littéraires que j'ai adoré et que j'ai lu il y a bien trop longtemps et que je rêverais clairement de relire. Et qu'en plus, ça va tellement bien avec l'automne. Enfin, ces grandes landes anglaises où il n'y a rien à des kilomètres à la ronde, où tu vois Jane qui doit avancer coûte que coûte avec ses godillot dans la boue, il fait froid, c'est le froid mordant et on sent qu'elle a froid, qu'elle a pas les bonnes fringues pour, etc. Je sais que je vous présente pas énormément de classiques sur la chaîne parce que honnêtement, j'en lis pas, j'en lis plus pour l'instant en tout cas, ça me reprendra peut-être un jour, mais si vous avez peur de lire un classique, foncez vers les sœurs Brontë, particulièrement Charlotte, avec Jane Eyre qui je trouve est hyper accessible et en plus l'histoire est palpitante, enfin moi je me suis pas ennuyée une seule seconde. L'automne, c'est un peu comme l'hiver, il y a aussi des petites romances qui font du bien, voilà, toutes chamallow, etc. Et la série Lucky Arbor, pour moi, même si Milady a décidé de changer les couvertures pour en faire un truc qui ne ressemble à rien, ça fait partie de ces petits plaisirs coupables que j'adore. Je vous présente le 3e tome éperdument parce que on y parle de Chloé, le personnage à la chevelure rousse flamboyante, et que ce tome se passe en automne dans la petite ville de Lucky Arbor. Mais je vous conseille aussi les 2 premiers, hein, y a pas photo. Dans les romans un petit peu plus horreur, ouais enfin horreur c'est vite dit hein, parce que je suis pas une très grande fan des trucs qui font peur donc voilà. Le Carnaval au Corbeau, je pense que vous l'avez vu passer sur beaucoup de chaînes ou dans pas mal de pales pour le Pumpkin Autumn Challenge. Moi je l'avais lu il y a 2 ans je crois. C'est de Antelme Hochkorn, c'est publié aux éditions du Chat Noir. Je le mets quand même dans cette sélection parce que honnêtement je trouve que la plume d'Antelme est magnifique, que bien sûr le thème est juste parfait pour ce Pumpkin Autumn Challenge, parce que si vous cherchez un livre qui se déroule durant la période d'Halloween justement, enfin voilà. Après il est très particulier et moi je me souviens avoir été un petit peu perdue dans cette lecture, donc j'en garde pas un hyper bon souvenir genre waouh c'était trop génial, j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais plus aimé la plume que l'histoire finalement parce que l'histoire m'avait un peu paumée et que j'avais finalement peut-être pas tout compris. Voilà. Celui-ci par contre, je vous en avais parlé l'année passée, j'avais lu Apostasie de Vincent Tassi et... voilà. Vous avez besoin d'un roman beau, mélancolique, gothique, d'un autre temps, et en même temps on sait pas vraiment quand se passe l'histoire. Moi je trouve honnêtement que la plume de Vincent est juste... voilà, splendide. Et là par contre, l'histoire ne m'avait absolument pas perdue, au contraire, j'avais été tellement charmée par ces histoires dans ces histoires. Il y a quelque chose de mystique et magique à la fois.
C'est une histoire de vampire, ou peut-être juste de personnages étranges. J'avais été complètement charmée par cette histoire. Pour le côté très légèrement chair de poule, mais vraiment léger, Le passage du diable d'Anne Fine chez École des loisirs, tip top pour la période. Sur la chaîne, vous l'avez peut-être remarqué, je suis pas très vampire, j'en parle très rarement, je lis assez peu de romans qui tournent autour des vampires, à part, oui, Entretien avec un vampire, que d'ailleurs vous pouvez rajouter, que je ne vais pas présenter, mais qui va très bien pour le challenge aussi. J'avais plutôt envie de vous présenter Malédiction du sang de Celia Rees. Est-ce qu'il est encore disponible ? Je ne sais pas. Il est paru aux éditions du Seuil il y a déjà un paquet de temps, bien 9-10 ans je dirais, et moi je l'avais beaucoup aimé. Alors comme je dis, je suis pas une grande fan de vampires, et pourtant celui-ci, je l'avais trouvé un peu plus original que la moyenne à ce moment-là dans la littérature adolescente. Donc voilà, si vous cherchez un truc un petit peu plus innovant, on va dire que Journal d'un vampire, Twilight, etc. autour du vampire, moi j'avais trouvé celui-ci plutôt sympa. Oui. Ils sont tombés à plat, je crois. Au niveau des livres illustrés, c'était une évidence. Le premier tome des Légendes de la Garde de David Peterson aux éditions Gallimard. C'est des petites souris et en plus elles prennent les armes et puis elles ont des histoires et puis des trucs et puis... Ah, bref, j'adore. Moi qui suis une fan de Rouge Muraille. Vous les avez vus sur une des dernières photos Instagram qui annonçait le début du challenge, etc. Pour moi, clairement, moment détente, évasion, je sais pas, coupure avec une autre lecture. Oh, Les univers féeriques d'Olivier Ledroit, chez Daniel Maguen. Je suis une fanatique de ces livres, ils sont tellement beaux, magnifiques, tout ce que vous voulez. Vous montrez des images là, comme ça ne rend absolument pas justice à l'art de Ledroit. En plus, avec la lumière, on voit rien. C'est sombre, celtique, et moi j'adore ça. Dans la même veine, j'adore Jean-Baptiste Monge, j'ai 2 de ses ouvrages à la maison, dont le fameux Celtic Fairies aux éditions Au bord du continent. Oh, ça aussi, ça fait partie de mes petits trésors de bibliothèque que je choye et que j'aime vraiment énormément feuilleter chaque année. Je trouve les illustrations magnifiques et vous avez certainement déjà dû les voir. Je sais pas si vous aimez Le Petit Peuple et les Fées, c'est des illustrations qu'on retrouve assez facilement sur internet et moi je suis juste dingue de son art et de son coup de crayon quoi. Le dernier dans le genre, mais pas des moindres parce qu'il est... Voilà, il a une taille plutôt importante. C'est Les Souvenirs du vieux chêne de Revers et Pillot. Et alors Pillot, je l'adore. C'est celui qui est derrière Lulu Vroumette, Edmond le petit chien. Et j'adore les illustrations de Pillot. Ça a été une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce livre, entre autres. Ce sont des histoires qui se passent toujours aux alentours de ce même arbre. Et cet arbre va raconter ce qu'il a bien pu voir, parce qu'il en a vu des choses depuis le temps qu'il est là. Et j'aime vraiment beaucoup ce qui a été fait au niveau des illustrations. Encore une fois, c'est difficile de vous montrer vraiment bien les choses. Je trouve le livre assez grand et du coup ça rend justice aux illustrations magnifiques. Voilà. Et si vous avez envie de plonger dans un univers un petit peu magique, féerique, que vous savez vous allez lire assez rapidement, voilà, c'est la petite coupure qui fait du bien. On n'a pas parlé énormément de sorcières, il me semble, n'est-ce pas? Je gardais le meilleur pour la fin, attends, vous croyez quoi? Moi j'allais pas parler de sorcières. Je pense que la sorcière comme le loup-garou ou le vampire, ça fait partie de ces personnages un peu mystiques qu'on met le plus en avant dans la littérature de l'imaginaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis très très difficile sur le sujet, j'en ai lu énormément et beaucoup m'ont déçu malheureusement. Donc c'est bien sûr pas ceux qui m'ont déçu que je vais vous présenter parce que ça n'aurait aucun sens. Il en existe bien sûr beaucoup plus que ce que je vais vous présenter ici, mais disons que ceux que je vais vous présenter sont mes valeurs sûres. Je sais que dans ces livres-là, j'aime les personnages des sorcières. Voilà. Je commence avec un petit entre-deux, parce que c'est pas que de la sorcière, il y a d'autres personnages aussi, et le personnage central n'est pas une sorcière. Il s'agit de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Pour moi, ça fait partie d'une des meilleures séries adolescentes. Voilà, elle a commencé en 2004, et elle n'est pas encore terminée. Disons que l'histoire principale des 13 tomes est maintenant achevée. Il y a des autres tomes qui commencent à sortir en VF, mais c'est vraiment beaucoup plus court que l'histoire de base, et je les ai pas encore lus d'ailleurs, je me suis arrêtée aux 13 tomes pour l'instant. Pourquoi je vous présente cette série dans la catégorie des sorcières? Une évidence, les 2 personnages les plus importants de la saga sont des sorcières. Ce ne sont peut-être pas les personnages principaux, mais Alice et Grimalkin sont des sorcières importantes dans l'histoire. Ce sont des sorcières différentes l'une de l'autre, qui n'ont pas les mêmes pouvoirs, qui n'ont pas le même passé, et je trouve que sans elles,
Et sans les sorcières, il n'y aurait pas d'épouvanteur, tout simplement, voilà. Je sais que c'est une torture à chaque fois que je vous présente ce livre, mais je suis obligée de vous le présenter parce qu'à l'intérieur, il y a tout simplement l'une des meilleures histoires de sorcières du monde, je trouve. C'est Wicked de Gregory Maguire. Ce livre est épuisé, je sais que beaucoup de gens essayent de le retrouver, essayent de l'acheter. Et le pire de ça, c'est qu'il y a plein de gens qui revendent le leur sur Amazon ou sur eBay, mais à des prix affolants parce qu'ils savent très bien que le livre est introuvable. Bref, je me fais engueuler à chaque fois que je vous le présente parce que oui, je sais, on peut plus l'acheter. J'en suis vraiment désolée, mais je peux pas ne pas vous présenter Wicked. C'est l'une des meilleures histoires de sorcières du monde. Voilà, c'est tout. C'est la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Dans Le Magicien d'Oz, on apprend ses origines, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est verte, qui sont les personnages qui gravitent autour d'elle, qui est véritablement le Magicien d'Oz de son point de vue à elle, et je trouve que c'est juste dingue ce que l'auteur a réussi à en faire. Voilà. Au rayon ado qui a maintenant, oh mon dieu, j'ai lu ce livre il y a plus de 10 ans je crois, La malédiction d'Olthaven de Fabrice Collin aux éditions Albin Michel. Il existe chez Le Livre de Poche, il me semble, avec une couverture assez bof, mais enfin bref. C'est une des premières histoires de sorcières que j'avais pu lire, avec l'histoire de Marie que j'avais trouvée intéressante. Au niveau des romans de sorcières pour les ados, je trouvais vraiment qu'il était chouette. On retrouve un lien avec les sorcières de Salem et je trouvais vraiment que c'était cool en fait d'apporter la sorcière sous cet aspect-là aux adolescents. Je l'ai enfin lu l'année passée, je vous conseille fortement Le Feu de la sorcière de James Clements, le premier tome des bannis et des proscrits. Ok, c'est le genre de sorcière un petit peu boule de feu, etc. Mais je trouvais vraiment l'histoire hyper haletante, avec des personnages hyper intéressants. Et surtout ce qui m'a énormément marqué, c'est comment et quand les pouvoirs de Helena, l'héroïne, arrivent. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai trouvé ça hyper important. J'ai trouvé ça assez classe en fait que l'auteur le couple avec ce moment-là dans la vie de la jeune fille. C'est assez révélateur sur beaucoup de choses et j'avoue que j'ai bien aimé qu'ils mettent ça en lien. Pour les lecteurs d'une dizaine d'années, je vous conseille Ma sœur est une sorcière de Diana Wynne Jones. Ce sont les mondes de Christomancie, le premier tome il me semble. Tous les tomes ne sont plus disponibles, donc c'est un petit peu embêtant à retrouver. Celui-ci, je crois qu'il est toujours édité aux éditions Folio Junior, et j'avais trouvé ça cool en fait comme histoire de sorcière pour les plus jeunes. C'est pas une histoire de fée ou de... Enfin voilà, c'est vraiment une sorcière, et c'est pas Harry Potter. Le dernier, bien sûr, je n'allais pas ne pas vous présenter Sorcière de Kate Tiernan, aux éditions Ada. Je rappelle que aux éditions Hachette, l'histoire s'appelle Wicca, qu'il a été publié en version un peu condensée, c'est-à-dire plusieurs tomes dans un seul volume en français France. Mais du coup l'histoire va jusqu'au tome 12 alors qu'il y a 15 tomes au total, donc c'est un petit peu dommage. Il me semble aujourd'hui que les éditions Hachette ne publient plus de toute façon l'histoire de Kate Tiernan, donc Wicca. L'histoire de sorcière est pas dingue, franchement il peut mieux faire, hein, vraiment peut mieux faire. Mais en fait ce que j'aime énormément dans cette histoire-là, c'est qu'on a l'aspect Wicca de la sorcière. Si vous connaissez un petit peu les termes de la Wicca, c'est différent, c'est pas une sorcière justement qui lance des boules de feu, etc. C'est une version beaucoup plus actuelle de la sorcellerie, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus plausible, on va dire. En effet, c'est pas la sorcière qui, pouf, un jour découvre qu'elle est sorcière et peut balancer des boules de feu. On n'est pas dans cet univers fantastique là, on est dans une sorcière beaucoup plus mystique, qui fait des rituels, qui fait des chants, qui fait partie d'un coven, qui a une certaine sensibilité par rapport à certaines choses, mais il n'y a pas de véritable magie avec des baguettes magiques et des étincelles partout. C'est pour cette raison-là que j'aime cette série, que je la présente, parce que je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir dans le côté sorcellerie dans les romans en général. Et j'ai complètement disparu, vu que le soleil a décidé de se casser. Voilà. Ah ouais, non, mais j'ai bien disparu là. Voilà, présentation terminée. Oui, j'aurais pu vous présenter, je pense, encore 40 autres livres qui iraient parfaitement pour la saison de l'automne. Mais clairement, je pense que là, la palette est quand même plutôt intéressante. Encore une fois, je vous rappelle, toutes les références des livres présentés se trouvent en barre d'infos, avec, quand je trouve, le lien de sa fiche sur Livre Addict pour que vous ayez le résumé, etc. Si vous avez encore besoin de recommandations, n'hésitez pas à aller voir les autres pales des participants au Pumpkin Autumn Challenge, que ce soit celle de l'année dernière, celle de cette année. Je pense honnêtement que les idées de lecture ne doivent pas manquer. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.